Coucou à toutes, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre pour les personnes qui ne sont pas présentes ce soir pour le webinar. Donc nous, on va commencer le webinar justement dans un petit groupe où je vais pouvoir vraiment expliquer tout ce que j'ai envie de vous partager ce soir sur le bien-être de la relation, que je vais commencer vraiment tout de suite. Donc je partage l'écran pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, les filles qui sont en live avec moi, dites-moi si vous voyez bien l'écran. Oui, Normalement, oui. Ok, top. Génial. C'est trop, trop bien. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous transmettre les clés d'une harmonie dans la relation de couple. Et j'ai appelé ce webinaire Vivre à deux en paix. Je sais pas si ça parle à certaines personnes qui me regardent ou qui sont présentes là ce soir dans le webinaire. Mais personnellement, je trouve qu'à certains moments de la relation, c'est pas la paix du tout. C'est le conflit, c'est les blessures, c'est les disputes, c'est les quiproquos, c'est mais toi tu m'as dit ça, mais moi ça m'a blessé. Et en fait, c'est pas du tout la paix et c'est tellement épuisant quand c'est le cas. Et si en plus il y a des enfants entre les deux et que on n'arrive plus à communiquer, bah, ça peut vraiment être très très compliqué. Donc déjà la première base pour bien vivre son couple, c'est pas forcément de vouloir tout de suite rester ensemble toute la vie, mais c'est déjà d'être en paix tous les deux, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver et ensuite de pouvoir progresser ensemble. Donc moi, ça me parle beaucoup et j'espère que c'est pareil pour vous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais on est déjà en train de le faire, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je vais me présenter tout à l'heure, mais une de mes casquettes, c'est d'être hypnothérapeute. Et quand on est hypnothérapeute, bah en fait, on est un spécialiste des histoires. On raconte des histoires à l'inconscient parce que ça permet à l'esprit de mieux comprendre certaines notions. Donc l'histoire est la suivante. Pour trouver de l'eau dans le désert, il y a deux grandes stratégies. Certains creusent des trous d'1 mètre de profondeur partout, sans relâche, et d'autres creusent un seul trou, mètre après mètre, sans relâche. Les premiers sont portés par la nouveauté. Chaque trou commencé est une promesse. Creuser le premier mètre est facile, mais la déception est immédiate et vite remplacée par une nouvelle promesse. Mais ce sont les seconds qui trouvent de l'eau en quantité. Ils peuvent alors construire un puits qui les abreuvera en abondance. Dites-moi les filles qui sont présentes dans le webinaire si vous comprenez la métaphore, mais cette métaphore en fait elle est présente dans l'ouvrage de Florentine Dolnois-Wang qui s'appelle Les clés de l'intelligence amoureuse que je trouve exceptionnelle. Et en fait c'est une histoire qui raconte que dans un désert il y a deux types de couples. Les couples qui vont en fait avoir pour stratégie de creuser le plus de trous possible pour trouver le plus d'eau possible parce qu'ils se disent que s'ils creusent pendant 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et qu'ils trouvent pas d'eau, bah faut qu'ils s'arrêtent de creuser pour aller creuser ailleurs. Clin d'œil à l'engagement, n'est-ce pas? Ou tout simplement à la manière d'appréhender le couple. Et il y a ceux qui s'aiment toujours autant, mais qui ont eux une autre stratégie de se dire, nous on va creuser un seul trou parce qu'on pense que l'eau est partout, elle n'est pas à certains endroits et pas à d'autres, mais que pour trouver l'eau, il faut creuser sans relâche pendant plusieurs mètres. Et je trouve que cette métaphore, elle est hyper belle sur l'engagement. On pourrait croire qu'elle est idéaliste en se disant, mais oui, mais ça va dans le sens de quand quelque chose est cassé, il faut pas le jeter, il faut tout le temps le réparer. Ouais, enfin, quand ton mari il te frappe sur la gueule ou que toutes tes relations elles sont toxiques, à un moment donné, il faut arrêter de creuser aussi. Hein, on va pas creuser sa tombe non plus. Mais c'est intéressant parce que je trouve que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Boris Cyrulnik qui disait dans une interview récemment que la durée de vie moyenne d'un couple, elle est de 6 ans. Parce qu'on est tellement dans une société de consommation, de facilité. Je veux des abdos tout de suite, mais je veux pas faire de sport. Je veux manger tel aliment pour que ça me fasse maigrir, mais en même temps, je veux pas me frustrer. Je veux être dans une relation qui ne m'apporte que du plus, mais quand ça m'apporte pas du plus, il faut que j'arrête la relation. On reverra ça ensuite que du coup, finalement, des fois, on voit les relations comme, bah, si ça marche pas tout de suite, si c'est pas fluide, alors ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais ça vous parle, notamment les filles qui sont présentes. Et en même temps, il faut pas non plus tomber dans le piège de parce que je suis mariée, parce que je suis en couple, il faut que je reste ad vitam aeternam avec cette personne-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est de comprendre
Où se trouve l'équilibre? Comment est-ce qu'on sait à quel moment il faut creuser sans relâche, sans s'épuiser, sans se détruire, sans se sacrifier? Et comment est-ce qu'on sait à quel moment il faut pouvoir aussi se lâcher et arrêter d'avancer l'un avec l'autre? Mais je trouve que cette métaphore, elle est quand même très belle parce que ça permet de se dire que tiens, le couple, c'est pas on creuse un petit peu et puis après quand ça nous saoule, on arrête de creuser et puis on espère que l'herbe sera plus verte ailleurs, mais c'est on creuse mètre après mètre, chacun dans la même direction et c'est à ce moment-là qu'on trouvera de l'eau. Donc j'espère que ça vous parle. Moi en tout cas, ça me parle beaucoup, même si ce n'est pas une métaphore absolue, ce n'est pas une métaphore parfaite, il y a plein d'autres manières aussi d'appréhender la relation de couple. Donc avant de me présenter, enfin non, avant de commencer, je me présente puisque finalement Erika et Chloé, je ne vous connais pas, hein. Comme je le disais, je ne vous avais pas vu sur le live. Et puis je fais pareil pour les femmes qui me regardent en replay. Donc moi je m'appelle Chloé Mercart. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'aimer plus pour qu'elles puissent retrouver leur puissance, vivre des relations saines et des relations sincères. D'ailleurs, c'est très drôle parce que en 2020, si j'avais fait le même webinar, je peux vous assurer que j'aurais marqué j'accompagne les femmes pour qu'elles retrouvent leur puissance et qu'elles prennent leur contrôle sur les relations avec les hommes. C'est sûr que j'aurais noté quelque chose comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je suis certifiée et je pratique les outils suivants, donc le coaching de vie, différentes techniques d'hypnose, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais différentes techniques d'hypnose, de la programmation neurolinguistique pour changer les croyances, les comportements, ce qu'on appelle la DNR, la reprogrammation neuronale profonde, qui permet de travailler sur les croyances mais à un niveau neurologique, ça ressemble à de l'EMDR, les constellations familiales et la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique énergétique, émotionnelle et corporelle. Donc j'accompagne plutôt des femmes en individuel à s'épanouir dans leur relation. Et je suis en couple avec notre cher Loïc, qui est dans le salon actuellement, avec qui je suis en couple depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, bah, cette année, là, dans moins d'un mois, avec des projets d'engagement qui avancent. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple que sur la photo et que ce que je veux bien vous faire croire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, rien ne me prédestinait à être épanouie dans ma vie de couple. J'ai grandi dans une famille chaotique, avec des parents toxiques malgré eux. J'ai grandi avec un manque d'amour à l'intérieur de moi, que j'ai comblé en cherchant à satisfaire les hommes. C'est pourquoi de mes 13 à mes 19 ans, en moyenne, j'ai vécu plusieurs abus, des abus émotionnels, des abus sexuels, et j'ai eu beaucoup de mémoires affectives traumatiques. Mais je crois que dans le couple, ce qui m'a le plus finalement limité, c'est pas forcément les abus que j'ai vécus, parce qu'à la limite, je n'avais pas connu l'amour, mais c'est plutôt le modèle parental que j'ai reçu d'un couple qui se déchire et qui n'arrive pas à se quitter. Et ça, je peux vous assurer que ça m'a beaucoup impacté dans mes relations. Et du coup, comme j'ai vécu beaucoup d'abus, bah, au moment de ma reconstruction, je suis passée dans une phase qu'on appelle la phase de reconstruction narcissique. C'est une phase qui est tout à fait normale, mais c'est une phase qui a tendance à nous mettre dans un excès d'ego. Parce que quand on n'a pas eu de dignité, quand on n'a pas eu d'estime de soi, quand on n'a pas eu de valeur personnelle, bah à un moment donné, et moi ça a été mon cas, on a besoin de se reconstruire narcissiquement, on a besoin de reconstruire son ego. Sauf que moi, je suis passée dans une phase très égotique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bah, en 2020, j'aurais sûrement noté, oui, je veux reprendre le contrôle sur les hommes, parce que j'étais vraiment là-dedans. Donc j'avais très conscience de ma valeur, j'avais une bonne confiance en moi, mais je n'étais pas prête pour le couple. Et pourtant, j'ai rencontré mon partenaire à ce moment-là. Au début, tout était simple. On le verra pourquoi, parce que c'était la phase de séduction, c'est la phase de lune de miel. Tout allait bien, les blessures n'apparaissent pas à ce moment-là. Mais après, quand je suis rentrée dans la relation de couple, c'était un vrai apprentissage. Donc du coup, bah, résultat, après justement ces plusieurs années de début, j'ai commencé à douter de ma relation, à être perturbée par la tentation extérieure, à être cette partenaire égoïste qui en demande beaucoup, qui stresse beaucoup l'autre, mais qui fait pas beaucoup de choses pour la relation. J'étais très critique, beaucoup dans le reproche, dans le chantage, dans le contrôle.
En fait, j'avais tellement peur de me perdre en donnant de l'amour à l'autre que je me protégeais. Mais ça, j'en avais pas conscience avant qu'on arrive à un point à limite qui était qu'on a failli se séparer. On a failli se séparer avant une très grosse crise et je ne l'ai pas vu venir. Et le fait d'avoir failli perdre celui que j'appelle aujourd'hui l'amour de ma vie, peut-être que ce ne sera pas le cas d'ici quelques années, mais pour aujourd'hui, c'est ma réalité, ça m'a fait avoir un déclic sur ce qui m'empêchait de vivre mon couple sereinement et d'être moi aussi une bonne partenaire. Et à partir de là, je me suis intéressée aux outils pour assainir ma relation et pour la faire s'épanouir. Et depuis, nous sommes devenus un couple beaucoup plus soudé, beaucoup plus intime, qui traverse des crises déjà moins présentes, même si personnellement mon objectif ce n'est pas de ne pas me disputer avec mon partenaire. C'est pas mon objectif parce que je sais que la vie c'est pas ça. Mais en tout cas, quand on traverse des crises, on reste accrochés l'un à l'autre et on creuse, pas en se mettant des coups de pelle et des coups de pioche dans la gueule, mais en étant plus respectueux et plus apaisé. Et ça fait beaucoup de bien. Et je commence donc notre soirée avec cette citation. Ce n'est pas l'amour qui maintient deux personnes ensemble, mais la qualité de leur relation. Et il y a beaucoup de gens qui devraient comprendre ça. Parce que autant il y a beaucoup de bêtises qui peuvent nous pousser à nous séparer alors qu'il y a de l'amour, et la relation pourrait être plus qualitative, autant il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de qualité relationnelle et qui devraient se séparer. Voilà. Donc les objectifs de ce soir sont au nombre de 6. Savoir comment préserver amour de soi et ouverture à l'autre. Ça, c'est ce qui peut te servir, Erika. Changer ses croyances sur la relation amoureuse, celles qui viennent de l'ego. Adopter l'intelligence amoureuse, ça peut vous parler à toutes les deux. Je respire. Se questionner sur son engagement, notamment en cas de crise dans la relation. Là pour toi, Chloé. Transformer les disputes en levier d'intimité. Je pense que ça te parlera aussi. Sortir des pièges de l'ego pour préserver la relation. On verra si ça s'adresse à toi. Et apaiser les blessures issues du passé pour faire confiance à son couple. Et je pense que ça te parlera également, Chloé. Est-ce que à ce stade, les filles, vous avez des questions? Vous pouvez me le dire soit par écrit, soit par vocal. Et sinon, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pour le moment, je n'ai pas de questions, mais si jamais il y en a, vous me l'écrivez dans le chat. Alors, moi, il y a déjà une première chose que j'aimerais aborder avec vous. Parce que c'est bien beau de parler d'intelligence amoureuse, mais déjà, il faut savoir de quoi on parle. Une relation, j'essaie de trouver une métaphore, on va dire que c'est comme, euh, c'est comme un bon vin. Ça passe par différents stades. Au début, on passe par la période romantique, la période de séduction. C'est généralement la première, la deuxième année, ou généralement la première année. En fait, généralement, ça correspond à quand on se date, qu'on se met ensemble, qu'on fait que des bons trucs ensemble. Généralement, quand on n'habite pas ensemble, parce que à ce moment-là, on est ensemble, mais on n'attend pas trop de la relation parce qu'on est encore dans l'indépendance qu'on avait avant. On est dans tout ce qui est facile. Vous voyez, c'est comme quand on rentre dans un nouveau groupe, on se montre sous notre meilleur jour et on ne voit que ce qui est positif. C'est basique ce que je vous dis là, mais c'est hyper, hyper important de le comprendre. Donc à ce moment-là, on idéalise l'autre. On s'en rend pas compte. Oh, mais oui, tu veux venir à 18h15, tu rentres plus tard, il n'y a pas de souci. Tu veux sortir avec tes potes, vas-y. T'as oublié ça, c'est pas grave. Tout est simple en fait, tout est simple et surtout on n'a pas on n'a pas autant d'activation émotionnelle que quand on habite avec quelqu'un ou que quand on est en relation depuis plus longtemps avec quelqu'un. Ensuite, généralement, quand on commence à habiter ensemble vers 2 ans plus, il y a la période de différenciation. Quand on apprend à voir les facettes de l'autre, quand on le regarde et qu'on se dit moi, ça m'arrive encore, hein, des fois. Oh là là, il me saoule aujourd'hui. Oh ouais, il me casse la tête aujourd'hui. Oh, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai plus envie de l'aimer, ça. C'est vraiment... tu sais, quand l'image de l'autre te donne plus autant envie d'aller vers lui parce que c'est plus idéal, parce que c'est plus comme dans notre tête avant.
parce que bah là, il veut pas se lever. On a rendez-vous à la banque à 10 heures, mais monsieur est encore dans le lit. Et puis en plus, il a mis ses papiers de gâteau à côté, alors que je lui ai toujours dit de pas faire ça. Il a mis son assiette dans la machine et dans l'évier, mais il n'a pas enlevé ses restes d'épinards et de tagliatelle. Généralement, à ce moment-là, t'as tout qui ressort. Enfin, bref, que des choses comme ça. Elle a encore laissé ses cheveux dans le l'évier du lavabo et dans le bain, alors que je lui ai toujours dit de les enlever. Et patati et patata. On commence à découvrir les joies de la cohabitation, de la routine, avec les déceptions du quotidien concernant nos attentes. Et ensuite, il y a le climax qui signe le début de la guerre, qui s'appelle la lutte de pouvoir. Alors là, la lutte de pouvoir, c'est on n'en peut plus. On est en phase de guerre. Franchement, c'est la guerre. C'est même une phase où on dit que, et c'est même pas on dit, c'est que c'est vrai, le système nerveux sympathique s'active. C'est-à-dire que, alors comment moi il s'active mon système nerveux? Par exemple, ah, je sais. Par exemple, c'est quand moi, par exemple, je supporte mal la blague. J'ai pas de second degré, j'ai très peu d'autodérision. Donc, par exemple, quand tu vas pas te moquer, mais rigoler de quelque chose, par exemple, je vous donne un exemple, mais il faut savoir que dans la Kundalini activation, on adopte un langage de lumière qui peut paraître un petit peu bizarre quand on connaît pas. Bah, si par exemple, à ce moment-là, mon partenaire, il va me faire une petite blague parce qu'il a entendu quelque chose qui l'a fait rire, bah, moi, j'ai mal le prendre parce que moi, je me sens vulnérable, je me sens pas bien. Et à ce moment-là, il y a justement les parts d'ombre qui vont ressortir. Ah bah là, tu te moques de moi. Donc, je vais te défoncer. Donc, moi, je me sens agressée. Donc, je deviens agressive. Donc, je suis dans la défense. Ou alors, tu m'as aspergé d'eau parce que, enfin bref, il y a eu un petit jeu et il s'est passé quelque chose. Et ben moi aussi, je vais réitérer. Et en fait, la lutte de pouvoir, c'est ça. C'est la période qui peut s'accumuler dans le temps, ça peut être plusieurs mois, hein, ça peut être même une année, voire plus, où en fait on va tout le temps se piquer. Et ça va être que ça. On va se piquer, se piquer, se piquer, se piquer. On s'arrête parce qu'il y a les enfants et donc du coup faut pas qu'on s'engueule devant les enfants. Mais en fait, on est sur des épines. On ne marche que sur ça et on est épuisé. Et chaque dispute est encore plus grande que la précédente. Et chaque mot va encore plus haut que l'autre. Et ça peut aller même vers des insultes parce que quand on fait pas attention, même des partenaires qui sont pas forcément violents, je parle homme comme femme, hein, si on fait pas attention à notre manière de communiquer, on verra par la suite des techniques de communication, bah ça peut devenir vraiment de plus en plus violent, de plus en plus piquant. Et le problème, c'est que quand on atteint certains paliers dans la lutte de pouvoir, on peut arriver au point où plus rien n'est récupérable. Donc c'est pour ça que je te disais, Chloé, que tu es au bon endroit, c'est que moi ce que je me demande, c'est est-ce que tu es à la phase où il y a encore quelque chose à récupérer, à réparer. On verra aussi quand est-ce qu'on sait que quelque chose est réparable. Ou est-ce que tu es arrivé au point où il y a tellement eu de pics, il y a tellement eu d'engueulades, il y a tellement eu de blessures dans la relation que là c'est plus possible, vous avez atteint une limite tous les deux. Et ce qui caractérise la lutte de pouvoir, c'est souvent c'est lui le problème, s'il travaillait sur lui, ça changerait. Alors, très certainement, mais il y a de fortes chances que ce soit aussi nous le problème. Donc déjà, première chose à voir quand on est en relation. Il y a plusieurs critères qui permettent d'évaluer l'équilibre de la relation. Parce que c'est bien de vouloir avancer avec l'autre, mais si la relation n'est pas équilibrée, malheureusement, on ne va pas aller loin. Donc il y a plusieurs critères. Ces critères sont l'investissement de chaque partenaire, la qualité de la communication, la confiance que l'on s'accorde l'un à l'autre, le respect des limites de chacun, la reconnaissance des besoins de l'un et de l'autre et la vision commune. Donc les questions que vous pouvez vous poser dans ce cas-là pour vérifier l'équilibre de la relation, c'est bah, qui apporte quoi à la relation? Et c'est pas parce que une personne apporte une chose que ça veut dire que nous, on doit apporter la même chose. Par exemple, moi, mon chéri, c'est quelqu'un typiquement qui va s'investir avec des services quotidiens ou des petites attentions. Ah bah tiens, là j'ai été au marché, est-ce que tu veux des fraises? Moi, quand je vais au magasin, si t'es pas noté sur ma liste de courses, j'ai pas pensé. C'est pas noté, j'y pense pas. Moi, je suis en team radine, j'ai mon budget, j'ai mon truc. C'est pas ma manière de m'investir. Par contre, je vais m'investir d'une autre manière.
Oh tiens, j'ai pensé qu'on pouvait faire ce voyage. Ah bah tiens, ça fait plaisir, je vais t'organiser ça pour ton anniversaire. Chacun s'investit d'une manière différente, mais il faut que les deux s'investissent et apportent des choses à la relation, que chacun y mette sa pierre à l'édifice. C'est tout basique, mais pour le coup, je pense que ces questions, Chloé, elles sont importantes. Chloé et Erika, mais là, je pense à toi. Parce que déjà, si tu veux, les disputes, elles n'arrivent pas par hasard. Tu sais, on parlait de lutte de pouvoir tout à l'heure. Ou Marie, je te mets Ouais, non, je vais te laisser ton son si jamais tu as des remarques à faire, mais bonsoir à toi. Euh, Souvent, on pense qu'on peut s'engueuler pour rien, mais en fait, si on s'engueule pour des histoires à la con, c'est parce que déjà, dans la base de la relation, il y a des choses qui vont pas et qu'on n'a pas mis au clair. Des fois, ça peut être des petites choses, mais ça peut être des reproches moins conscientes qu'on n'aborde jamais en fait et qui sont importants pour baser la relation sur des bonnes bases. Ensuite, vers quelle destination est-ce que vous avancez? Est-ce que vous avez la même vision commune au sujet des enfants, au sujet du mariage, au sujet des valeurs, au sujet de la politique, au sujet de qui on invite à la maison ou pas, notre relation avec nos amis, notre manière de nous organiser. Tout ça, c'est des choses importantes en fait, parce que ça dit quelque chose de vos valeurs, de comment vous vous ouvrez au monde, de vos convictions, c'est ultra important. Et ça détermine là où est-ce qu'on veut aller. Parce que c'est bien beau de creuser dans le désert, mais s'il y en a un qui veut creuser à gauche et qui veut, voilà, qui veut une certaine manière de voir les choses et que vous voulez totalement creuser à droite pour vous épanouir, bah, à un moment donné, on peut pas faire rentrer un rond dans un carré. Donc c'est important de se rendre compte où est-ce qu'on veut avancer avec la personne avec qui on va. Et je sais pas à qui ça parlera, mais on peut pas tout le temps tout prévoir. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais jeune, donc j'avais pas du tout les mêmes envies de construction et de projet que j'ai maintenant. Et la vérité, c'est que dans la vie, on contrôle pas grand-chose. Il y a beaucoup de couples qui se séparent au fil de plusieurs années parce qu'ils se rendent compte qu'en évoluant, ils veulent pas la même chose. Mais quelque part, parfois, c'est beaucoup plus sain de se rendre compte que bah, en évoluant, on veut pas les mêmes choses dans la vie, plutôt que de rester accroché à un bateau qui avance pas vers la bonne direction. Est-ce que vous vous mettez mutuellement au travail pour la croissance de la relation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire typiquement que vous n'êtes pas la seule ou il n'est pas le seul à se remettre en question. Encore une fois, ce que je dis est tout bête, mais c'est la base. C'est la base. C'est s'il n'y a pas ça, ça va être très compliqué ensuite de récupérer la relation. Alors, Erika, très bonne question. Comment se mesure l'investissement et la reconnaissance des besoins? Alors, l'investissement, c'est compliqué de le mesurer parce que ça, c'est très différent, ça peut prendre des critères très différents. Mais tu vois, si par exemple, moi, je le faisais pour mon couple, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais mon carnet, je noterais deux colonnes. Chloé, Loïc, moi, qu'est-ce que je fais pour la relation? Comment est-ce que je m'investis? Bah moi, par exemple, je vais organiser toutes les vacances, je vais regarder tous les Airbnb, je vais prendre les rendez-vous médicaux, je vais organiser tous les repas, toutes les courses, parce que j'aime faire ça, pas parce que je suis une femme soumise. Je vais voilà, faire en sorte que mon partenaire il passe une bonne soirée. Je vais pouvoir lui laisser ses temps de jeu quand il en a besoin avec ses amis. Ok, ça c'est moi comment je m'investis. Ensuite, mon partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Bah, mon partenaire, quand il y a quelqu'un qui vient au cabinet à la maison et qui sait que j'ai pas le temps de laver l'appartement, c'est lui qui le fait. Quand j'ai besoin de petites choses pour le cabinet ou pour la maison, il va me l'acheter et il va pas faire les comptes. Voilà, il peut par exemple me prêter son casque, par exemple. Il s'investit pour la relation. Il va par exemple, je sais pas moi, si par exemple il voit que j'ai besoin de quelque chose pour mon travail, bah il va me l'acheter. Il va subvenir par exemple à certains besoins. Donc ça va être vraiment évaluer juste comment chacun s'investit dans la relation. Et la reconnaissance des besoins, ça va être par exemple est-ce que quand j'exprime quelque chose à mon partenaire, la personne déjà juste le prend en compte? Mais ça, c'est subtil parce que il faut faire vraiment la différence entre des besoins émotionnels et des besoins égotiques. Les besoins émotionnels, c'est les besoins de comment j'ai besoin de me sentir aimé. Par exemple, truc tout bête. Moi, le soir, quand Loïc, il a pas envie de se coucher, mais moi que je suis fatiguée,
J'aime bien que, nous, c'est ce qu'on appelle être bordé dans le lit. J'aime bien qu'ils prennent 20 minutes pour venir avec moi me border, me câliner, attendre que je m'endorme. Moi, je m'endors en 5 minutes quand je suis dans ses bras. Et après, il continue sa soirée et il vient dormir avec moi. Ça, par exemple, c'est mon besoin émotionnel. C'est comme ça que je me sens aimée. C'est des toutes petites choses très subtiles. Ça, c'est les besoins émotionnels. Mais quelqu'un qui va te dire, par exemple, moi, dans la relation, j'ai besoin que tu arrêtes de voir tes amis parce que comme ça, je sens que tu es à moi et j'ai pas peur que tu me trompes. Ça, c'est un besoin égotique. C'est un besoin qui vise à changer l'autre pour répondre à mes blessures que je n'ai pas guéries et que je ne remets pas en question. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que chacun se remet en question? Est-ce que chacun fait confiance à l'autre sans lui faire payer ses blessures de jalousie, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Parce que exprimer ses besoins, c'est bien, mais si c'est tout le temps la même personne qui se remet en question et qui fait confiance et qui donne et qui s'investit et qui change, alors que l'autre ne fait que faire payer l'autre de ses blessures, bah ça en fait c'est pas équilibré, parce qu'en fait c'est tout le temps le même qui donne. D'accord? Donc dites-moi si c'est plus clair pour vous pour évaluer l'équilibre de la relation. Parce que ces questions-là, elles sont hyper importantes. Et c'est important d'y répondre avec honnêteté et pas égo, c'est-à-dire ouais mais il fait pas ce que je veux, donc du coup pour moi il s'investit pas. C'est pas parce qu'il s'investit pas de la même manière qu'il s'investit pas tout court. C'est bateau ce que je vais dire, mais généralement quelqu'un qui s'investit, qui se remet en question, ça se voit. Après, chacun a ses petits vices. Il y en a qui sont plus têtus que d'autres. Et des fois, ça change dans la relation. Des fois, c'est l'un et après, c'est l'autre. Ok. Ensuite, les crises. Quand faut-il se quitter? Alors, pour moi, il y a différents types de crises. Il va y avoir, par exemple, la crise ou les doutes qui viennent parce que tentation. Donc, tentation, ça veut dire île de la tentation. Ça veut dire, par exemple, quand on a un collègue qui nous tape dans l'œil, quand on va en cours de danse et que, ah, Jérémy, il est tellement plus sympa. Quand on regarde ailleurs, quand on se demande si finalement on n'aimerait pas partir. La tentation, c'est tout simplement le désir qu'on peut ressentir pour un autre homme ou une autre femme que notre partenaire. Pour moi, la tentation, c'est naturel. C'est mon parti pris, c'est mon positionnement. Moi, je pense qu'on est tous des êtres humains. Je ne pense pas, comparé à certaines personnes, que seuls les hommes sont des chasseurs et qu'il faut qu'ils disséminent leurs graines partout. Moi, je pense que les femmes, elles ont le droit d'avoir leur désir, ok. Surtout quand on est en période d'ovulation. Moi, je pense que la tentation, c'est naturel. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est de tromper. D'accord? Alors après, chacun ses modèles de couple, mais je pense que la tromperie, n'est pas naturel. Je pense que quand on veut évoluer avec quelqu'un, dans une relation exclusive, avec certains projets, l'exclusivité est là pour une bonne raison et l'envie d'aller voir ailleurs et de tromper, surtout quand on ment à l'autre, je pense que c'est malsain parce qu'en fait, à la limite qu'on veuille aller voir à ailleurs, ça nous regarde parce qu'on n'est pas bien dans notre relation, ça s'explique psychologiquement. Mais qu'on ait besoin de tromper l'autre et de nous mentir à nous-mêmes, c'est le signe qu'il y a justement quelque chose qui est pas clair. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est de se dire, OK, le doute, la crise dans une relation, ça fait partie du processus du couple. C'est évident. Si vous regardez vos amitiés, même vos meilleurs amis, moi c'est le cas avec ma meilleure amie, je l'aime, je l'adore, mais il y a des fois dans la relation où on est en crise. Il y a des fois où il me saoule plus que d'autres. Il y a des fois où c'est plus compliqué de communiquer avec elle. Soit moi vis-à-vis d'elle, soit elle vis-à-vis de moi. Parce que c'est comme ça les relations. On évolue, on s'effrite, des fois on se blesse, des fois on se saoule, des fois on fonctionne d'une certaine manière et ça ne nous convient pas. C'est comme ça. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des doutes et qu'il y a des crises, parce que ça nous ramène à notre engagement vis-à-vis de la relation. C'est pour ça qu'on s'engage. C'est justement parce qu'on se fait la promesse de traverser les vagues ensemble, des vagues d'évolution pour lesquelles on a été choisi en fonction de nos blessures d'enfance pour pouvoir les dépasser, les guérir par l'autre et devenir nous-mêmes. On va préciser ce point-là qui est très très important, qui est encore une fois un positionnement personnel. Mais quand vous regardez vos relations, les hommes que vous avez choisis, les amis que vous avez choisis, vous n'êtes pas meilleur ami avec quelqu'un pour rien. Vous êtes meilleur ami avec quelqu'un parce que cette personne, elle voit votre sensibilité. Elle connaît vos blessures et elle embrasse vos blessures. Moi, je sais très bien pourquoi je suis amie avec ma meilleure amie. Parce qu'on a une histoire, on a une manière d'être
Et là, je parle d'amis, mais c'est pareil pour le couple, c'est exactement la même chose qui fait qu'on se reconnaît. Bah, pour le couple, c'est exactement pareil. Parce que mon partenaire a eu une certaine histoire qui fait que, bah, il y a des choses qu'on connaît, en fait, l'un chez l'autre. Et des fois, c'est même pas conscient. C'est totalement inconscient. Ce que vous pensez être juste de l'attirance, en réalité, c'est pas de l'attirance. Bien sûr que votre partenaire, vous l'avez trouvé beau au début. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous attachez à lui plutôt qu'à un autre? Ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et la nature, elle est bien faite parce que d'ailleurs, ces blessures-là, elles ressortent énormément dans les périodes de crise. C'est exactement parce que on s'est choisi en fonction de nos blessures, et c'est pas négatif de faire ça, c'est humain, c'est humain. Ça s'appelle juste être humain. Que du coup, dans la relation, ça va ressortir. Mais c'est pas parce qu'il y a des blessures qui ressortent qu'on doit se quitter. Au contraire, la promesse de la relation, de toute relation, c'est de voir ces blessures-là, de les guérir chez nous et de les guérir par la relation. Je vous donne un exemple précis. Pour les personnes qui sont arrivées, je le redonne. Moi, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, c'était le chaos. Tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde. J'ai un frère, mais dans ma famille, frères et sœurs, c'est pas des frères et sœurs. Parents-enfants, c'est pas des parents-enfants. Les enfants sont les parents des parents. Les parents sont... Bref, tout est totalement fucked up. Et pour moi, il y a un truc chez moi qui est hyper fort. C'est la moquerie. Je supporte pas la moquerie. Quand on me fait une critique que j'ai pas demandé, de quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va supposer, moi, ça m'active, mais direct. C'est-à-dire que moi, je suis un bulldozer. Ce qui fait que dans la relation de couple, dès que je me sens attaquée, je peux vite monter au créneau parce que mon ombre, elle va totalement me défendre et elle va totalement être agressive. Le problème, c'est que chez moi, ça, c'est trop dans l'excès. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que la relation de couple, c'est ça la promesse, c'est que, alors des fois, c'est pas forcément qu'on va le dire à l'autre, on peut le dire à l'autre, c'est une bonne chose si on est en confiance et qu'on n'est pas dans une relation toxique. Mais en faisant confiance à l'autre et en faisant confiance à la relation, quelque part, ça va nous réapprendre que tout le monde n'est pas hostile et que quelqu'un qui nous aime vraiment, des fois, c'est pas parce qu'il te fait une critique que c'est pour te détruire. Des fois, il te dit ça, mais en fait, c'est pour rigoler avec toi, c'est pas pour rigoler de toi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre que ces périodes de crise qui montrent vos blessures, elles sont pas là pour arrêter la relation. À la base, elles sont là pour que chacun se rende compte de sa blessure et pour qu'ensemble, on puisse embrasser nos blessures. Ça veut pas dire qu'on va être des dépendants affectifs, ça veut dire que on va juste accepter. Ok, toi, t'as ça. Dans ton histoire, t'as besoin d'être rassuré. T'as besoin qu'on se moque pas de toi. T'as besoin qu'on te rassure. Y a pas de souci. Par exemple, mon partenaire, il a plutôt une blessure d'abandon par rapport à son histoire. Je le vois, moi, par exemple. Le matin, vous pouvez être sûr qu'il va me dire, Chloé, tu m'as pas fait de bisous là. Tu m'as pas fait de bisous ce matin. Moi, ça me saoule des fois. Mais en réalité, je sais pourquoi. Et au final, avancer ensemble, c'est aussi apporter à l'autre, parfois, de manière relative, ce dont il a besoin. Parce que lui, ça va le rassurer. Et c'est pas être dépendant affectif. D'accord? Est-ce que ça fait sens tout ça? Mais je vais vous donner ensuite l'indicateur de est-ce qu'il faut se quitter ou pas. Et je vous redonne cette citation de Florentine Dolnois Wang que j'adore qui dit êtes-vous juste heureux de cette relation fraîche et joyeuse ou êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs et à vous donner la main quand les orages arriveront? C'est beau parce que c'est justement la promesse de la relation. Donc, quand faut-il se quitter? Alors, c'est très subjectif, car ce qui sera le point final de votre relation ne pourra être qu'une virgule pour une autre. Exemple, la tromperie. Pour certains, la tromperie, c'est le point final. Moi, je sais que dans ma relation avec mon partenaire, c'est le point final, chez l'un comme chez l'autre. Mais il y a d'autres relations où la tromperie, ça a été une virgule. Et sans jugement, pour certains, ça a permis vraiment de changer quelque chose. Euh, j'ai pas envie de vous donner de l'exemple des relations toxiques parce que moi je trouve que c'est pas une bonne chose de vous donner cet exemple-là, mais ça peut être la même chose pour plein d'autres choses en fait, juste une crise de couple. Il y en a pour qui bah se disputer énormément, énormément et se prendre la tête, ça va être la fin. Et pour d'autres, bah, au contraire, ça va être une virgule, ça va être un passage. Donc en fait, c'est très subjectif ça. Par contre, pour moi, il y a un truc hyper important à comprendre, c'est que selon moi, il n'y a rien de vraiment
définie qui dit quand ça arrive, le couple est obligé de se terminer. Sauf manipulation, violence, viol, vraiment des choses, crimes, des choses très graves. Mais selon moi, il n'y a aucune crise, même la tromperie. Là, je parle en tant que thérapeute, hein, je parle pas en tant que femme, hein. Parce que attends qu'il me trompe, on va voir si c'est pas terminé. Mais en tant que thérapeute, d'accord, techniquement, il n'y a rien qui dit quand il se passe ça, quand il y a cette crise, c'est terminé. Par contre, si l'un des deux partenaires ne veut plus progresser, si l'un des deux partenaires ou les deux ne veulent plus creuser, ou si les deux partenaires ne veulent plus évoluer l'un après l'autre et se tenir la main quand les orages arriveront, là vous pouvez être sûr que c'est terminé et qu'il n'y a rien à réparer. Et ça, c'est très subjectif. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a même pas 2 mois, j'ai échangé avec une jeune maman qui était épuisée. Ça, d'ailleurs, c'est un gros sujet, l'arrivée des enfants au sein du couple. C'est un gros sujet. Je peux pas vous en parler maintenant, mais quand ça m'arrivera, on refera des gros webinars, les filles, je pense. Mais elle était épuisée, son partenaire s'investissait pas, et en fait, ils avaient eu tellement, tellement, tellement de disputes. Elle avait tellement subi qu'elle m'a dit, Chloé, franchement, j'en peux plus. Alors, est-ce qu'elle prend la bonne décision ou pas? J'en sais rien. Mais à ce moment-là, elle ressentait que même si on lui donnait tous les bons conseils de thérapeute de couple, de communication, de patati patata, pour elle, c'était mort. Elle en pouvait plus. Elle avait juste envie de faire sa vie avec sa fille et de se reposer. Donc en fait, je me permets, Chloé, sans parler de ta situation, ça, est-ce qu'on doit réparer la relation ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? C'est très subjectif. Mais la première question et la seule à se poser, c'est en fait, moi, est-ce que j'ai encore envie de progresser avec lui? Est-ce que j'ai encore envie de donner une chance à la relation? Est-ce que j'ai encore envie de lui tenir la main quand les orages arriveront? Est-ce que lui, il en a envie? Est-ce qu'on se donne cette chance-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas des limites qui ont été franchies qui ont fait que pour toi, c'est plus juste? Parfois, il arrive aussi que l'évolution des deux partenaires soit tellement importante que rester ensemble serait une négation des besoins individuels de chacun. J'ai changé le prénom de la personne que j'ai accompagnée, mais je vous donne un exemple rapide. Une femme que j'ai accompagnée qui a eu voilà, une histoire de vie qui a fait que quand elle a choisi son compagnon, elle était super jeune, elle n'avait pas confiance en elle, ils ont construit beaucoup de choses ensemble. Mais en fait, quand elle a vieilli, quand elle a évolué, grandi, en fait, elle s'est affirmée en tant que femme. Et autour de 50 ans, elle s'est rendue compte qu'elle était très différente, c'était plus la même femme. Elle se faisait confiance, elle s'était intéressée à certains sujets qui n'intéressaient pas du tout son partenaire. Elle avait évolué, elle était vraiment différente. Et en fait, bon, il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation, mais au-delà de ça, ce qui a créé la rupture, et qui pour moi, selon moi, est une réussite pour elle, hein, plus qu'un échec, c'est pareil, c'est pas parce qu'on veut qu'on est dans l'échec, c'est qu'en fait, la femme avait tellement évolué que rester avec cet homme-là parce que c'est le père des enfants, parce que ça fait 30 ans qu'on est ensemble, parce qu'on est mariés, mais en fait, c'était se nier elle-même. Parce qu'il y a des fois, les partenaires sont tellement différents, surtout quand ils n'acceptent pas la personne qu'on est devenue, qu'à un moment donné, bah en fait, quelqu'un qui parle chinois avec quelqu'un qui parle brésilien, s'ils apprennent pas la langue l'un de l'autre, ils vont pas pouvoir se comprendre. Donc, est-ce que c'est forcément sain de rester ensemble? Ok? Est-ce qu'il y a des questions d'ici là? Enfin, depuis, j'arrive plus à parler. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des questions, des choses, des interrogations? Ensuite, comment éviter les disputes de couple et s'en servir pour renforcer l'intimité du couple? Je sais pas vous, mais moi, quand je me suis mise en couple, on me disait tout le temps, oui, la communication, c'est hyper important. Et moi, je me rendais pas compte à quel point c'était important. Mais en rentrant dans la période de lutte de pouvoir, il y a quelque temps, je me suis rendu compte à quel point la communication, c'est le nerf de la guerre. Moi, personnellement, je trouve que le sexe, c'est pas forcément le plus important dans la relation. Mais quand la communication, elle ne va pas, franchement, il n'y a rien qui va. Donc, en utilisant les clés de la communication non violente que je vais vous transmettre, euh, vous allez pouvoir apaiser la relation. Donc, la communication non violente, c'est une méthode qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui est là pour apaiser les relations. Mais ce qui est important, c'est que, vous savez, dans la communication non violente, il y a beaucoup de personnes qui utilisent mal ces clés-là. Moi, j'étais la première à le faire. Parce qu'en fait, c'est des outils qu'on peut utiliser
soit pour apaiser la relation, soit pour avoir raison. Et souvent, on les utilise mal. Vous allez voir pourquoi ensuite. Donc pour que ça marche, ça demande vraiment de faire le choix sincère, de faire confiance à la relation, de faire preuve d'empathie et de laisser parler son cœur. C'est tout basique et pas stupide, mais c'est tellement simple ce que je vous dis, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'échauffe et que le système nerveux sympathique s'active? C'est parce qu'on est dans la guerre. Ça a été prouvé scientifiquement. Moi, quand vous me faites une moquerie, mais c'est la guerre. Moi, je sors le bazooka, hein. Et là, à ce moment-là, je suis pas dans le cœur. Mais quand on est vraiment dans une communication non violente, en train de se réconcilier, de parler, ce qui fait que ça marche, c'est qu'à ce moment-là, on est en mode système nerveux sympathique, relaxation, confiance. Moi, quand t'as fait ça, ça m'a blessé. J'aurais bien aimé que tu comprennes ça. Les mots sont plus du tout les mêmes, la qualité de l'échange n'est plus du tout le même. D'accord? Finalement, on pourrait presque parler sans mots, parce que ce qu'on échange dans la communication, en fait, c'est plus des ondes et des vibrations que réellement des mots. Vous n'allez pas vous réconcilier parce qu'il a utilisé telle grammaire, telle syntaxe grammaticale. Vous allez vous réconcilier parce que vous sentez qu'il y a une vraie résonance. Et au contraire, vous allez vous énerver, pas parce qu'il a dit quelque chose, mais parce qu'il l'a dit d'une certaine manière. L'indifférence de l'autre peut-elle être un point final ou une virgule? À toi de le définir, Erika. Est-ce que c'est OK pour toi de continuer à creuser avec quelqu'un qui est indifférent? Évidemment, ça demande d'être précisé ce que tu ressens comme étant de l'indifférence, mais est-ce que c'est OK pour toi, pour ton développement, de continuer à marcher avec un homme qui t'est indifférent? Je vais te donner un autre exemple d'accompagnement. Coucou Gladys, si tu passes par là dans le replay. C'est une femme, Gladys, je t'embrasse, exceptionnelle, une super prof, une super maman, vraiment pleine d'amour, géniale. Et je vais vraiment généraliser la situation pour donner peu de détails sur sa vie. Mais pour vous la faire courte, elle a choisi il y a quelques années de quitter le père de ses enfants parce que, euh, en fait, elle n'était pas heureuse avec cet homme-là parce que c'était un homme qui l'aidait pas avec les enfants, qui s'en occupait pas comme sa femme, c'est-à-dire qu'elle se sentait pas choyée, elle se sentait pas aimée, elle se sentait pas comprise. Il imposait beaucoup de choses, il la contrôlait beaucoup. Il était très froid émotionnellement. En soi, il l'a pas trompée. Il serait resté avec elle jusque dans la tombe. C'était quelqu'un qui avait des valeurs, on est mariés, on va se marier ad vitam aeternam. En soi, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de choses plus hautes que l'autre. Mais elle, dans son mariage, elle n'était pas heureuse. Elle se sentait plus épanouie, elle se sentait plus aimée comme elle en avait besoin. Donc tu vois, ça me fait penser à ta question parce que quand tu dis est-ce que l'indifférence ça peut être un point virgule ou un point final, bah ça dépend. Et récemment j'en parlais avec cette dame-là et elle me disait ouais mais Chloé quand même je regrette, je me demande si ça aurait pas pu marcher. Bah si ça aurait pu marcher, bien sûr que si. T'aurais pu rester avec ton mari jusqu'en 2075 si t'avais voulu. Parce que quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui part du principe que quand on est marié c'est pour la vie, il changera jamais. Il va pas te tromper parce qu'il a ses convictions, pas parce qu'il t'aime toi, pas parce qu'il est épanoui, et ça aurait marché. Mais par contre, toi tu te serais épuisé, t'aurais géré toute la maison, t'aurais géré tous les enfants, et surtout, tu ne te serais pas sentie comme une femme, en fait. Tu n'aurais pas évolué dans ta sensualité, dans ta sexualité, dans ta féminité, parce que tes besoins émotionnels n'auraient pas été comblés, parce que cet homme-là n'avait pas les capacités de te l'apporter, ni l'envie de changer d'ailleurs. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est à toi de le définir. Parce que quelqu'un qui est indifférent et qui ne change rien, il bougera pas. Mais est-ce que c'est OK pour toi de rester en train de marcher avec quelqu'un qui ne bougera pas et qui te rendra pas heureuse? Bah, pour moi, c'est un non, mais c'est très personnel. Ça questionne aussi ce qu'on appelle l'intention positive, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait rester. Donc, voilà, donc la communication non violente, c'est un moyen de se connecter sincèrement à l'autre, pas dans le but d'avoir raison, mais dans le but de faire gagner la relation. Et ce qui est très important dans la communication non violente, c'est de comprendre que notre partenaire n'est jamais la cause de notre état émotionnel, mais simplement le déclencheur. Donc, pour la communication non violente, il y a 5 étapes à suivre. La première étape,
c'est l'observation des faits sans jugement. D'accord? Donc l'observation des faits sans jugement et la contextualisation, c'est l'art et la manière d'exposer les choses sans juger l'autre. Par exemple, je vous donne un truc réel, un truc sur lequel on aurait pu s'énerver avant, mais ce midi, ça s'est super bien passé. Hier soir, parce que c'est moi qui fais la cuisine, j'avais préparé des tagliatelles. Tagliatelles, épinards et saumon, donc quand on vide le plat, il reste parfois des petites choses dans le plat et c'est pas facile de le laver. Euh, Loïc s'est servi de ce qui restait et il a mis la casserole dans l'évier avec les épinards qui restaient dedans et les bouts de saumon. Du coup, bah moi, quand je veux laver le plat, bah c'est chiant parce qu'en fait, ça dégouline de partout, c'est dégueulasse, ça doit être dans la poubelle. Généralement, ce que j'aurais fait, c'est euh, mais Lolo, je t'avais dit d'enlever le truc, tu me saoules, pourquoi t'as pas fait ça et tout, c'est chiant, tu m'écoutes pas, blablabli, blablabla, blablabla, blablabla. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit ça va et tout, t'as passé une bonne matinée, ça s'est passé comment ta matinée? Ouais, super machin. Tu sais, Lolo, hier quand tu t'es servi des tagliatelles pour la dernière fois et que t'as rangé le plat dans l'évier, tu te rappelles, je t'avais dit, fais bien attention de mettre ce qui reste dans la poubelle pour que j'ai pas de difficulté à le laver. Tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Ok, bah là je vois que tu l'as pas fait. Est-ce que tu pourrais laver la casserole ou le truc? Ouais, ok, pas de souci. Voilà, point. Point final. Observation des faits sans jugement, c'est les choses se sont passées comme ça, dans tel contexte. C'est juste ça. Vous pouvez le faire avec tous les problèmes que vous rencontrez dans le couple, c'est la même chose. Il s'est passé ça, tu as fait ça, tu as dit ça, mais en fait, t'as pas fait ça. D'accord? Parce que souvent, c'est ça les disputes. C'est je croyais que, tu avais dit que, mais au final, et il s'est passé quelque chose qui vous a blessé. Ni plus, ni moins. Et c'est parfois le plus difficile. La deuxième chose, c'est la formulation des ressentis. Excusez-moi. Donc formuler un ressenti sans jugement. C'est pas parce que vous formulez ce que vous ressentez que vous avez besoin d'attaquer l'autre. Parce que si vous l'attaquez, vous allez activer son système nerveux sympathique et vous allez devenir des guerriers. Comme les deux là qui sont en train de s'engueuler. Donc c'est justement, bah écoute, moi quand je te dis quelque chose et que tu le fais pas derrière, bah je me sens négligée, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas et ça me saoule parce que ça me rajoute de la charge mentale. J'explique comment est-ce que je me sens. Troisième étape, j'identifie et je formule mes besoins émotionnels. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre les déchets dans la poubelle et laver la poêle pour que je puisse m'en occuper ce midi? Ou un autre besoin. Est-ce que tu pourrais dire à machin de faire telle chose? Est-ce que tu pourrais changer ce comportement? Est-ce que tu pourrais changer tel ou tel type de comportement? Dites-moi si vous avez des questions précises par rapport à ces étapes-là ou à ce qui se passe dans vos relations. Quatrième étape, formuler une demande claire et précise. Ah non, pardon, je me suis trompée. Étape 3, on formule les besoins. Donc les besoins, c'est, bah, j'aurais besoin que la prochaine fois quand je te fais une remarque, tu me dises pas juste oui, mais que vraiment euh, tu t'en occupes et que tu le fasses, quoi. Comme ça, je suis pas obligée de te redire les choses. Et donc la demande, est-ce que tu pourrais laver la poêle, s'il te plaît, pour que je puisse m'en occuper? Ce qui est compliqué avec la demande, bon là c'est pas forcément le cas dans mon histoire de poil, quoique s'il avait un rendez-vous important avec son banquier ou avec je ne sais qui, il aurait pas forcément pu y accéder. Mais c'est que c'est pas parce que vous avez un besoin ou une demande que l'autre est obligé d'y répondre. Vous pouvez me donner vos exemples pour que je vous donne mon avis, mais c'est pas aussi simple que ça. Des fois, on a une demande, mais l'autre ne peut pas y répondre, ou c'est pas forcément simple pour l'autre d'y répondre. D'accord? Et c'est sa liberté aussi. Et c'est ça qui est difficile parfois dans le couple, c'est de comprendre euh, quel poids est-ce que je peux avoir sur ces choix quand quelque chose est important pour moi. Et très important aussi, chose qu'on fait peu mais qui est très importante, c'est d'écouter l'autre après. C'est-à-dire, bah, je lui ai exprimé mon besoin, mon ressenti, ma demande. Donc à présent, je te laisse parler. Parce que ça, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais nous, par exemple, ça a été très compliqué de travailler sur ça et vraiment, on travaille encore dessus. Et moi, la première, c'est que moi, personnellement, quand je m'engueule avec quelqu'un, généralement, surtout avec mon chéri, je le laisse pas parler. C'est-à-dire que il dit un truc et je le coupe. Il dit un truc et je le coupe. Et lui, c'est exactement la même chose. Et c'est chiant parce que du coup, non seulement on essaye de parler bien, mais en plus de ça, chacun se coupe. Donc en fait, on peut même pas parler que l'autre, il est déjà en train de ramener sa fraise.
Et pourtant, c'est hyper important parce que si déjà chacun avait son temps de parole, bah, en fait, on s'emporterait moins, on ferait moins de digressions et le message serait clair. Ok, dites-moi si vous avez d'autres questions, les filles, pour que je puisse répondre à vos questions. Ensuite, je voulais vous donner 4 pratiques puissantes pour renforcer le couple dans les moments de dispute. La première, c'est l'écoute radicale. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Si vous êtes dans une relation saine et que quand votre partenaire vous explique quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, je peux vous assurer, et ça c'est vrai pour tout, dans les relations amicales, les relations professionnelles, si l'autre personne en face de vous vous écoute vraiment, quand vous avez quelque chose à dire, bah déjà vous n'allez pas lui donner l'information de la même manière. Parce que vous n'allez pas vous sentir frustré, vous allez vraiment vous sentir écouté, validé, ce qui fera que du coup, ça va se dégonfler, ça va s'adoucir beaucoup plus. Et surtout, bah, la personne, elle sera à même aussi de vous écouter. C'est tout bête, c'est la base, mais ça marche très bien et c'est hyper important. La deuxième pratique puissante pour renforcer le couple dans les moments de dispute, c'est la quête des besoins cachés derrière les reproches, nos reproches et celui de notre partenaire. Pourquoi je dis la quête des besoins cachés? Parce que derrière chaque reproche, il y a un besoin caché. D'ailleurs, on peut faire un petit jeu. J'avais jamais fait lors du webinaire. On va faire un petit jeu. Regardez l'image qui est là et essayez de deviner qu'est-ce que reproche l'homme à la femme et la femme à l'homme. Alors moi, je pense, je réfléchis. Qu'est-ce que reproche l'homme à la femme et la femme à l'homme? Moi, je pense que la femme, elle reproche à l'homme de la gonfler. Je pense que il la gonfle, qu'elle en peut plus, qu'elle a envie d'exploser, qu'elle se sent pas écoutée, qu'elle a l'impression de crier dans la maison et de courir après tout, mais de pas être écoutée, de pas être épaulée. Et elle aimerait se faire entendre. Et l'homme, je pense que il reproche à la femme de lui prendre la tête, de chercher à le contrôler, d'avoir besoin de tout contrôler tout le temps, et, euh, et qui voudrait se sentir plus libre, un peu comme un ado qui se rebelle et qui se sent contrôlé. C'est une projection totale, hein, j'en sais rien. Là, on a un reproche. Maintenant, la quête des besoins cachés, c'est comprendre, tiens, quand l'autre me dit ça, ou quand moi je reproche ça à l'autre, c'est quoi mon besoin derrière? Derrière chaque reproche, chaque émotion, il y a un besoin. Et le fait d'exprimer les besoins plutôt que les reproches, ça permet d'être forcément dans une communication qui est plus saine. Erika, oui, elle a besoin d'attention. Hyper intéressant que tu remarques ça. Peut-être que c'est ça. Donc tu vois, besoin d'attention. Et moi, je pense que le besoin de la femme, c'est très personnel, hein. Encore une fois, on n'en sait rien. C'est que des imaginations. Moi, je pense que son besoin, c'est d'avoir du temps pour elle, d'être écoutée par son mari, d'être prise en compte quand elle dit quelque chose, d'avoir un homme qui l'aide à la maison, euh, et de pouvoir se reposer. Et peut-être que l'homme prenne plus de choses en charge et qu'il ait plus de responsabilités. Et l'homme, je pense qu'il a besoin d'être écouté aussi, d'être compris, qu'on lui parle comme à un adulte et comme un équipier plutôt qu'à un ado qui se lave pas pendant 14 jours. Et qu'il a besoin qu'on lui laisse aussi sa liberté et son temps pour lui. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exercice, encore une fois, on n'a aucune certitude que c'est ça, mais ça permet de comprendre quels sont les besoins cachés derrière les reproches. Et vous pouvez faire la même chose avec vos propres reproches, comprendre quel est le besoin derrière.
Troisième pratique puissante qui est très utile, que je fais beaucoup en accompagnement pour les personnes en couple, c'est le discernement biographique. Le discernement biographique, c'est le fait de remarquer avec vulnérabilité et authenticité quelle histoire personnelle, quelle blessure personnelle issue de votre histoire s'active à un moment précis. Alors, des fois, c'est plus facile que d'autres. Mais par exemple, si je reprends ma blessure de moquerie, bah moi personnellement, comme je vous le disais, j'ai grandi dans une famille où tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde. Ma mère se moquait de mon père se moquait de mon frère se moquait de moi je me moquais de mon frère, mon père se moquait de ma mère. Il n'y avait aucun respect. Et donc du coup, dans ma famille et dans comment moi j'ai grandi, être vulnérable, c'était pas possible. Il fallait être fort tout le temps. Il fallait tout le temps réussir. Il fallait être le plus fort, il fallait avoir raison. Il fallait être celui qui a le plus de force, qui prend le plus de place, qui se défend le mieux, qui crie le plus fort, qui a le dernier mot. Donc du coup, moi, dans mon histoire, dans ma manière d'être construite à la base, c'est pour ça aussi que quand je parle, j'ai plutôt confiance en moi, parce que c'est facile pour moi. Je me suis construite comme ça. Bah forcément, quand une personne vient me mettre en porte-à-faux, qu'elle vient pointer une vulnérabilité du doigt d'une manière qui fait que je me sens pas sécurisée, là, à ce moment-là, je vais me sentir attaquée. Et peut-être que dans les faits, j'aurais raison, parce que peut-être qu'on peut percevoir une forme d'attaque, et peut-être pas, peut-être pas. Des fois, il y a des remarques qui sont faites par certaines personnes, dans mon couple ou dans d'autres relations, qui ne sont pas comme des attaques, mais que moi, je perçois comme ça. Parce que il y a la situation, mais il y a aussi comment mon environnement du passé m'a fait grandir et comment moi je perçois les choses. Comme on le dit en psychologie cognitive, toute interprétation est une perception, toute perception est une interprétation. Tout est hallucination. Qui vous dit que la manière dont vous avez ressenti les choses est la plus vraie? Personne. C'est votre interprétation. Après, il faut pas jouer au con non plus. Si tu m'as traité de pute ou que t'as dit devant toute ta famille que de toute façon je servais à rien, à un moment donné, il y a aussi une question de respect. Mais entre la manière de dire les choses, les mots utilisés, et vous savez, les mots qu'on entend. Vous savez, dans les disputes, moi je suis la première à dire ouais, mais toi t'as dit ça. Ah bah non, j'ai pas dit ça. Ah bah si, t'as dit ça. Et pourtant, je suis sûre d'avoir entendu ça. Ah bah je peux te dire que t'as entendu ça. Il aurait fallu que je. Tu vois? C'est marrant parce que qu'est-ce qui fait que moi j'entends les choses d'une certaine manière et que lui entend les choses d'une autre manière? Et inversement. C'est parce que, en fonction de notre filtre personnel, de notre histoire, on a construit certaines blessures qui ressortent au moment des blessures, des disputes. D'accord? Donc, à quoi ça sert le discernement biographique? Ça sert pas à dézinguer ce qu'on ressent, ça sert juste à mettre un contexte. Vous voyez? Par exemple, c'est pareil dans d'autres relations. Qu'est-ce qui fait que une remarque que vous allez faire, pour vous, vous paraît normale, mais pour votre ami ou pour votre partenaire, ça la blesse? Parce que dans la manière dont elle a grandi, les expériences qui ont été les siennes, bah en fait, peut-être qu'elle, ça a été compliqué pour elle d'exprimer quelque chose, ou une limite, ou un besoin. Et donc le fait de recevoir une remarque, ça peut blesser la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle a raison et que vous avez tort. Ça met juste un contexte. Et par rapport à ce contexte-là, on va pouvoir en parler. Et généralement, dans les disputes, généralement, en fait, on s'en fout de qui a raison. Parce que la dispute, elle se règle pas quand t'effaces ton propos, puisque le propos a déjà été dit, donc il peut pas être effacé. La dispute s'efface quand chacun a compris la blessure de l'autre, l'a validée et, et a pu en fait valider l'autre et répondre à son besoin. Ok? Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc ensuite, la dernière pratique importante pour renforcer l'intimité dans son couple, c'est l'amende honorable. Donc l'amende honorable, c'est tout simplement le fait de reconnaître ses torts en fait. Tout simplement le fait d'arriver à dire ouais, bah, j'avoue, en fait j'ai merdé. J'avoue, j'aurais pas dû dire ça. Ça peut paraître tout bête ce que je vous dis, mais c'est hyper important. Pareil, autre mise en contexte. Il y a quelques jours en vacances, on s'est un petit peu échauffé avec mon chéri. On aurait pu s'engueuler d'habitude sur ce genre de truc. Ça aurait pu prendre des proportions compliquées. Parce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessé par rapport à son histoire. Et le fait de dire, bah, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, je savais pas que ça allait te blesser, ça a permis de faire redescendre.
quelque chose qui aurait pu prendre tellement de d'ampleur, alors qu'en fait, c'est même pas ce que je voulais dire. Mais par contre, ça a été perçu d'une certaine manière pour la personne. Donc, l'amende honorable, c'est soit reconnaître ses torts, ou soit reconnaître que ça a blessé l'autre. Ça veut pas dire que vous portez toute la culpabilité sur vous, ça veut juste dire, ok, j'entends, ça t'a blessé, je suis désolée pour ça. Et de le faire sincèrement. Et c'est dur de le faire. C'est dur. Et c'est dur aussi de le recevoir. Donc, d'où l'intérêt de vraiment le faire sincèrement. Donc, qu'est-ce que ça vous montre, tout ça? Ça vous montre que vous avez le choix de vous engager pour la relation et que au lieu de choisir de gagner individuellement et d'avoir raison, vous pouvez à chaque fois choisir de soutenir et de faire équipe avec votre partenaire. Pareil les filles, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de la toxicité qu'on peut avoir dans la relation. Quand est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est toxique? Qu'on est justement dans notre ego trip, dans notre reconstruction narcissique qui nous empêche de d'être aimé de l'autre et d'aimer l'autre sainement. J'ai pris cette photo parce que ça représente tellement bien le côté, alors pas toxique, mais égotique. Une femme qui, euh, qui regarde les autres un petit peu avec dédain, méfiance, hauteur. On pourrait lire une citation sur Instagram du type I'm in my black cat energy ou je ne sais quoi d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une certaine forme de prise de pouvoir dans cette photo qui exprime bien en fait justement la toxicité qu'on peut avoir parfois. Donc, quand est-ce qu'on reconnaît quand on est un peu dans ce truc ouais, de personnes toxiques qui euh, a des besoins, a des attentes qui sont surélevées par rapport à la relation? Par exemple, quand on va dire de notre partenaire, il doit écouter et satisfaire mes besoins, mais je n'en ai rien à faire des siens, c'est moi d'abord. Écoutez bien la manière dont je parle. Elle est peut-être plus intéressante que ce que je dis, de manière, enfin, là précisément. Si je l'écoute, il m'écoutera pas. Vous voyez ce truc de j'ai besoin de me protéger, je suis dans la guerre. Si je l'écoute, il m'écoutera pas. Donc il va m'écouter et moi je vais pas l'écouter. Ou, ça c'est moi des fois, tu vas m'écouter, tu vas être d'accord avec moi, et ensuite je pourrai être d'accord avec toi. Ok. Je vais le culpabiliser, je vais lui faire du chantage et le manipuler en me déresponsabilisant pour obtenir ce que je veux. Alors ça, on se le dit pas consciemment, mais c'est genre, Hmm, je sens qu'il est attaché à moi, je sens que je vais appuyer sur tel truc, comme ça, moi je me déresponsabilise, je remets la faute dessus et j'obtiens ce que je veux. Toxique. Au fond, qu'il soit d'accord ou non, je ferai bien ce que je veux. Mais gare à lui s'il n'écoute pas mes besoins. Donc en fait, tu peux dire ce que tu veux, tu peux exprimer ce que tu veux, on fera ce que je décide. Toxique. Je suis mieux que lui. Je compte plus que lui. Tout ce qui me concerne est prioritaire et tout ce qui le concerne est secondaire. Toxique aussi. Souvent, c'est le cas de personnes qui ont peur de se perdre dans la relation. Moi, ça a été mon cas. Quand on a tout le temps tout donné à un homme, qu'on a été dépendante, des fois on a besoin pour se sauver de se sentir plus importante. Mais le problème c'est que quand vous rencontrez un homme qui vous donne de l'amour inconditionnel, ben en fait ça devient déséquilibré. L'autre n'est pas moins important que vous. Vous pouvez choisir de vous prioriser, mais quand c'est tout le temps au détriment de l'autre et que l'autre vous choisit constamment, c'est pas équilibré. Le conflit se règle quand j'ai obtenu gain de cause. Pareil, c'est toxique. Quand je vais mal, il doit être disponible pour me soutenir, mais quand lui va mal, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est toxique aussi. Il doit répondre à mes besoins. Il doit être la route sur laquelle je marche avec mes talons. Et tant pis si je lui écrase un œil. Oupsie. Mais par contre, moi, quand lui il va mal, bah je peux être là 5 minutes, mais il faut pas qu'il me fasse chier trop longtemps, quoi. Parce que j'ai quand même du taf derrière. J'ai le droit de le descendre s'il ne convient pas à mes attentes. En gros, s'il répond pas à ce que je veux, je le dézingue. Bah non, c'est toxique. Comment, par quoi est-ce on remplace ça? On remplace ça par des clés de l'intelligence amoureuse. Et après, ces clés-là, je vous les donne dans la formation, mais je vous en parlerai plus tard. Les clés de l'intelligence amoureuse, c'est des nouvelles croyances qui sont proposées par Florentine Dolma Wang dans son ouvrage des 15 clés de l'intelligence amoureuse.
Et je trouve que ça redéfinit justement une vision saine de la relation de couple. Donc une de ces clés, je vais vous en donner quatre, c'est de croire que il ne faut pas trouver le bon partenaire, il faut être le bon partenaire. Parce que être le bon partenaire est plus important que de trouver le bon partenaire. Pareil, ce propos-là, ça ne veut pas dire, tu sais quoi, mets-toi avec un pervers narcissique. Ce n'est pas le pervers narcissique qui est le plus important, c'est d'être la bonne petite soumise qui va se faire marcher dessus. Non, c'est pas ça. Évidemment que quand tu es avec un partenaire toxique, il faut partir en courant. C'est évident. Par contre, même si tu trouves le bon partenaire, mais que toi, t'es pas la bonne partenaire avec lui, la relation ne sera pas qualitative. Donc c'est dans ce sens-là. C'est bien de vouloir trouver la bonne personne. Vous voyez, on dit tout le temps, trouver l'amour, trouver la bonne personne, trouver l'homme qui me correspond. Mais est-ce que toi, t'es la femme qui va correspondre à l'homme que tu cherches? Est-ce que toi, t'es capable d'accueillir la relation que tu veux manifester? Deuxième, le grand amour ne se trouve pas, il se construit. Ce n'est pas l'amour qui nous tient ensemble, mais la qualité de notre relation. Ça, c'est une très belle phrase. Bien sûr que quand j'ai rencontré Loïc, c'était le coup de foudre. Quand on est parti en Ardèche ensemble au bout de 3 semaines, c'était magnifique. Quand je l'ai vu au bout de 2 mois tenir sa petite nièce au baptême, j'ai rêvé, j'ai cru rêver, c'était magnifique. Mais quand il a pas ramassé ses trucs d'épinards, ses chaussettes qui traînent et ses bouteilles de Red Bull qu'il met tout le temps sur le comptoir alors que je lui dis tout le temps de les jeter, là, c'est plus l'homme de ma vie. Parce que le grand amour ne se trouve pas. Ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. Ce n'est pas l'amour qui nous tient ensemble, mais c'est la qualité de la relation. Faut quand même qu'il y ait de l'amour, mais l'amour ne suffit pas. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de simplement chercher et trouver les obstacles que tu as construits contre lui. Oui, chercher l'amour, c'est bien, mais il y a de la merveille en chacun. Par contre, si vous trouvez une relation, mais que vous n'avez pas cherché les obstacles intérieurs, les blessures intérieures qu'il y avait contre la relation, ça ne marchera pas. Donc c'est beaucoup plus efficace, plutôt que de trouver quelque chose, que de chercher en soi les obstacles qu'on a mis contre la relation amoureuse. Parce que qui vous dit qu'en fait, l'obstacle, c'est pas vous, plutôt que l'autre? Et quatrièmement, nous ne sommes pas amoureux par hasard. Nous sommes amoureux parce que nos blessures d'enfance ont tant à se dire et à grandir ensemble pour nous rendre à nous-mêmes et nous révéler à notre véritable nature. Comme je vous le disais, je prends mon exemple parce que je ne vous connais pas, donc je ne me permettrai pas de parler de vous. Mais moi, en fait, quand j'ai grandi, après les abus que j'avais subis, l'enfance que j'ai eue, bon, ça va, j'étais pas non plus un bulldozer. Mais la relation que j'ai eue avec mon partenaire, ça m'a permis de me révéler à l'amour. Et peut-être qu'un jour, je ne serai plus avec cette personne. Mais le chemin que j'aurais parcouru avec lui, ça m'aura permis de me rendre compte que j'étais capable de construire. Moi, avant de rencontrer mon chéri, et pendant très longtemps, j'étais le genre de personne qui disait, moi, j'aime pas le groupe, j'aime pas la famille, moi, je veux pas construire de famille, j'aime pas Noël, j'aime pas être avec quelqu'un. Moi, je déteste prendre des décisions à plusieurs. C'est moi qui décide. Parce que, de la manière dont j'ai grandi, moi, il fallait que je fonctionne seule. Moi, j'étais une solitaire. Oui, je suis une solitaire, mais je ne suis pas que ça. Et la relation, elle est là justement pour vous aider à vous détacher de vos blessures, même si un partenaire n'est pas un thérapeute. C'est plutôt, on va dire, la mission de la relation. Et elle vous aide en fait à vous révéler à qui vous êtes vraiment. Un petit peu comme si euh, cette pierre, elle était ensevelie par une grosse roche de plein de blessures et de mécanismes de défense, et que le fait d'aller caresser la roche, ça allait progressivement faire tomber les masques et révéler la pierre précieuse à l'intérieur. Ok, est-ce qu'il y a des questions à ce stade, les filles? Sinon, après, je vous présente le programme de formation Femmes qui s'aiment plus en couple, mais maintenant qui a été renommé Couple harmonieux. Et je vous présenterai les objectifs de la formation. Des questions? Des remarques? Est-ce que ça vous a éclairé? Dites-moi. Bon, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vous présente. Ah si, il y a un commentaire.
J'ai beaucoup appris à travers ce webinaire. Vraiment, Erika, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ça. Parce que c'est vraiment le but. Et je suis trop contente. Vraiment. Trop, trop contente que tu aies beaucoup appris. Tu vas pouvoir regarder le replay si jamais tu as besoin. Alors, le programme Couple harmonieux, c'est un programme que j'ai créé parce que au fil de ma relation, je me rendais compte que les conseils, alors, vous m'avez pas connue à l'époque parce que vous êtes arrivés il y a pas très longtemps, toutes les trois, mais moi avant, je parlais de femme, je parlais de la chieuse, comment être une chieuse. Ça m'a beaucoup aidé d'être une chieuse, hein. Ça, c'est sûr, ça m'a fait éloigner tous les connards. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour être dans une relation saine. Il faut aussi apprendre à ouvrir son cœur pour être stable dans la relation. Donc j'ai créé ce programme que je vais vous présenter. Voilà. Donc les objectifs, c'est justement de pouvoir préserver. En fait, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les thématiques, les piliers qu'on a abordés ensemble, c'est la colonne vertébrale de la formation. C'est vraiment ce qui suit la pédagogie et le déroulement de la formation. Donc préserver amour de soi, parce qu'il ne faut pas non plus être dépendante, et ouverture à l'autre. Changer ses croyances sur la relation amoureuse, celles qui viennent de l'ego, passer à des croyances version intelligence amoureuse, se questionner sur son engagement, notamment en cas de crise dans la relation. Le programme, il a beaucoup aidé des femmes qui étaient perdues sur est-ce que je dois rester ou pas dans ma relation de couple ou est-ce que je dois partir. Ça aide aussi pour ça, se poser les bonnes questions, notamment dans la première partie de la formation qui est centrée sur ça. Transformer les disputes en levier d'intimité pour la relation grâce aux clés de la communication non violente. Je vous ai fait des modules intenses, précis, approfondis de ces outils-là, avec notamment des bonus sur des analyses de situations de disputes de couple que j'ai réglées avec vous, avec différentes analyses, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire avec les clés de la communication non violente. Sortir des pièges de l'ego pour préserver sa relation, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé dans le troisième module sur vraiment les blessures émotionnelles, les ombres, les parts d'ombre, comment reconnaître quand on est toxique, comment reconnaître quand on commence à rentrer dans un piège qui détruit notre relation tous les deux et en sortir. Et de la même manière, apaiser les peurs issues du passé pour faire confiance à son couple, c'est exactement la même chose. S'il y a des pièges de l'ego, c'est qu'il y a des blessures du passé derrière, et donc du coup, le but c'est de les apaiser. Donc il y a trois modules. Partie 1, engagement, clé de la relation. C'est vraiment vérifier l'équilibre de la relation, savoir si on a besoin ou pas de rester dans cette relation-là, s'il faut partir, s'il faut rester, quand savoir quand il y a un bon équilibre, quand savoir comment surmonter les crises ou quand il faut se choisir et partir. Partie 2, la communication, un apprentissage et un effort indispensable pour faire durer la relation. Et partie 3, comment apaiser les peurs et les blessures du passé qui sont réactivées par la relation de couple. Vous avez plusieurs bonus et j'en ai rajouté plusieurs très récemment quand j'ai remis à jour le programme. Donc comme je vous le disais, l'analyse des 4 situations de dispute à désamorcer. Je vous ai rajouté un protocole d'hypnose qui s'appelle le processus de la peur des sénoïs. D'ailleurs, je l'ai fait avec une dame aujourd'hui sur l'ouverture du cœur. Elle a rencontré quelqu'un, tant pour elle. Coucou Faten si tu passes par là. Donc ça, c'est un protocole que je vous ai mis si jamais il y a des peurs à désamorcer. Bonus 3, intervention de coach et thérapeute de couple, dont Myriam Bidot, qui est une très grande thérapeute de couple depuis 2009, qui accompagne des couples que j'aime beaucoup. Et donc j'ai interviewé ces thérapeutes de couple pour vous apporter encore plus de valeur sur le sujet. Récemment, je vous ai tourné une vidéo plus d'un an après la sortie de la formation pour vous donner mes conseils personnels pour faire durer son couple et notamment les conseils pour gérer un partenaire qui a un attachement évitant ou qui a un attachement ambivalent. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour appréhender un partenaire qui a un attachement insécure, donc soit évitant, soit évitant, soit anxieux, pas ambivalent. Et soi-même, quand on a un attachement évitant ou anxieux, c'est-à-dire dépendant, comment est-ce qu'on fait pour entrer en relation? Puisque c'est tout à fait possible. Et le cinquième bonus, qui a été tourné pareil récemment cette année, c'est de reconnaître et d'embrasser ses parts d'ombre et celles de son partenaire pour apaiser la relation et pour la faire grandir. Donc dans les modules, ce qui sera vu en détail, c'est justement définir son projet de couple, vérifier l'équilibre de la relation, comment rester engagé à son engagement dans les moments de doute et de tentation, les différentes saisons du couple, le soi toxique dans le couple
les clés de l'intelligence amoureuse vues en détail, la compréhension et la suppression des erreurs de pensée, ça c'est dans le module sur la communication, parce que c'est bien beau d'apprendre à communiquer, mais si déjà on perçoit mal les choses, parce que dans notre tête il y a beaucoup d'erreurs, bah, c'est très compliqué, parce qu'on aura tout le temps l'impression de se soumettre, et l'apprentissage des 5 clés de la communication non violente. Et à chaque module, vous avez des outils, c'est-à-dire des exercices en forme PDF, et des protocoles qui vous sont proposés à chaque module, des protocoles d'hypnose ou des protocoles de PNL pour vivre ces expériences-là. C'est également une formation que vous pouvez faire à deux. Vous pouvez tout à fait l'acheter toute seule et le faire à deux si jamais vous avez un partenaire. Moi, je trouve que c'est génial. Voilà. Et le programme, il s'adresse à des femmes qui veulent connaître bah, justement les clés pour être dans une relation saine, renforcer leur relation, qui sont sujettes à des peurs et à des ruminations incessantes et qui veulent savoir si elles doivent rester ou partir, qui veulent justement se demander bah, si elles ont une attitude toxique dans la relation et qui ont besoin de se remettre en question, ou même, c'est ce que je te disais Erika tout à l'heure, aux femmes célibataires qui veulent ouvrir leur regard sur leur relation de couple, passée et future, et aborder leur prochaine relation avec plus de sagesse. Dites-moi si vous avez des questions sur le programme. Le programme, sa valeur initiale, elle est de 125 euros. Mais pour cette semaine, jusqu'à dimanche, la valeur du programme, elle a moins 20%, donc il est proposé à 98 euros jusqu'à dimanche soir. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt accessible et ça vous permet d'avoir des outils, en sachant que la formation, elle est faite pour durer minimum 3 mois. Donc quand même, ça vous fait un programme sur plusieurs mois. Donc dites-moi si vous avez des questions, Erika et Chloé, si ça répond à vos besoins. Et puis voilà, vous aurez largement le temps de pouvoir y accéder dans les prochains jours si besoin. Si vous êtes tout à fait convaincu, je peux même vous transmettre le lien dans le chat si jamais vous voulez y accéder tout de suite. Je vais arrêter l'enregistrement puisque là c'est plus nécessaire. Voilà, je vous mettrai pour les personnes qui regardent le replay, vous aurez le lien du webinar dans la description de la vidéo, en fait. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Et j'arrête l'enregistrement.